Mesdames, Messieurs, chers clients, bonjour et bienvenue. Il est midi une pile, on va démarrer ce webinaire. Nouveau webinaire Piguet Galant, aujourd'hui sur un sujet qui a suscité énormément d'intérêt. On a un nombre record d'inscriptions aujourd'hui sur ce sujet, concubinage ou mariage. Pour traiter ce sujet aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux collègues spécialistes, Victoria Madson, spécialiste en solutions patrimoniales. Bonjour Victoria. Bonjour. Et également accompagné de notre collègue Rachel Jacquier, qui est conseillère en patrimoine, donc qui accompagne nos clients dans la réalisation de leur projet de vie. Bonjour Rachel. Bonjour. Vous connaissez déjà Piguet Galant, mais je ne peux pas aborder un tel sujet sans vous rappeler notre métier. Notre vision et notre métier chez Piguet Galant, c'est contribuer au bonheur de nos clients en vous accompagnant dans la réalisation de vos projets de vie. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on aligne votre patrimoine avec vos projets à travers les solutions d'investissement, des solutions de financement et bien évidemment au cœur de notre approche des solutions patrimoniales. Vous pouvez bien évidemment nous poser des questions, vous avez les petits boutons questions, points d'interrogation sur vos écrans. On a même déjà reçu des questions dans le chat, donc j'espère qu'on pourra toutes les couvrir à la fin de la présentation, donc n'hésitez pas à les poser directement et anonymement à travers le chat. Et puis, je vais commencer moi par une question. Victoria, concubinage ou mariage, quelle question est-ce qu'on doit se poser? Et puis, tu m'as soufflé déjà la première réponse, qui en fait est une question. Concubinage ou mariage, quel va être l'impact au niveau des impôts? On a choisi de démarrer cette présentation par, je dirais, le point crucial et puis la question que tout le monde se pose. Est-ce que si je me marie, ça va augmenter fortement ma charge fiscale? Alors, il n'y a pas de réponse universelle et juste. Ça va effectivement dépendre un petit peu de chaque situation. Par contre, une chose est sûre, du moment où vous êtes marié, on cumule les revenus et puis comme les barèmes fiscaux sont progressifs, si on cumule vos revenus du moment où vous mariez, il y a de grandes chances que vous payez plus d'impôts qu'en concubinage. En règle générale, on part du principe qu'il y a environ 10 à 20% d'augmentation de charges fiscales lorsqu'on se marie. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on a des enfants ou pas, va également avoir une incidence. Et puis, certains cantons ont déjà mis en place des mécanismes pour éviter cette forte progression de charges fiscales lorsqu'on se marie. Donc, sur Genève, il y a le splitting. Sur le canton de Vaud, il y a la caution familiale. Donc, du moment où vous avez 1 ou 2 enfants et que vous êtes marié, la charge fiscale diminue. Et puis, comme vous l'avez certainement vu, on va bientôt voter, normalement, sur une réforme d'imposition des couples mariés, justement, pour imposer les couples mariés de la même façon dont sont imposés les concubins, c'est-à-dire de façon séparée. Donc, généralement, comme tu dis, après un mariage, il y a une augmentation des impôts sur le revenu. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce que ça implique? Alors, on va avoir quelque chose d'assez clair et d'assez parlant. On a fait un petit exemple tout simple. Donc, on a pris Madame et Monsieur exemple, qui vivent ensemble depuis 10 ans, qui ont un enfant et qui vivent à Lausanne. Monsieur a un revenu annuel de 100 000 francs, Madame de 188 000 francs, donc des revenus imposables. Et puis là, on a regardé quelle différence ça faisait s'ils étaient mariés ou en concubinage. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'effectivement, sur une année, il y a quand même une jolie différence. Donc, on a un peu plus de 11 000 francs de différence s'ils sont mariés versus en concubinage. Après, il faut bien garder en tête, ce n'est pas le seul argument. On va justement le détailler, donc ce n'est pas la seule question à se poser. Là, on vous a mis en dessous, juste pour information, les taux marginaux maximum d'impôt sur le revenu et la fortune. Ça faut aussi prendre conscience qu'effectivement, si on additionne les revenus, si on additionne la fortune lorsqu'on se marie, on va plus vite atteindre ces taux maximum que vous avez sous les yeux. Donc, on va tous déménager à Neuchâtel, hein, si je lis bien ce tableau. C'est parfait. Donc, le mariage va avoir un impact fiscal par rapport au concubinage. Du coup, au milieu de tout ça, comment est-ce qu'on peut s'organiser? Comment est-ce qu'on peut organiser les finances au niveau du concubinage par rapport au mariage? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on n'en parle pas souvent, c'est méconnu, donc ça nous arrive souvent d'avoir des clients au concubinage qui sont assez impressionnés par ce qu'on va leur proposer comme solution.
le mariage est donc régi par la loi. Donc, Code civil, on a des articles selon votre régime matrimonial qui vont régler l'organisation de la fortune, qu'est-ce qui se passe en cas de divorce, qu'est-ce qui se passe en cas de décès, etc. Le concubinage n'est pas du tout réglé, régi par aucune loi. Ça n'empêche pas que vous pouvez prendre des dispositions. Vous avez la possibilité de faire un contrat de concubinage. Première chose, vous pouvez le faire devant un notaire, vous pouvez même le faire devant un juge de paix, en réglant les modes de vie commune, la répartition des comptes communs, faire une liste des biens que vous avez acquis ensemble ou pas. Et si vous ne voulez pas faire de contrat de concubinage qui règle vraiment tous les aspects de la vie commune, vous pouvez juste faire certains points. Donc, ce que je viens de dire, donc la liste des biens dont chacun est propriétaire, qu'est-ce qui a été acheté en commun, qu'est-ce qui a été acheté par l'une ou l'autre des personnes, les modalités de gestion de la caisse commune, donc si un conjoint, qui met quoi, à quoi est-ce qu'il sert, etc. Et puis, 2 points très importants. Le premier, j'en avais déjà parlé lorsqu'on parlait de la prévoyance et des femmes. Si tout d'un coup, le concubin ou la concubine décide de baisser son taux de travail, et puis du coup, avoir un manque à gagner parce qu'il s'occupe des enfants, des tâches ménagères, fixer une rémunération qui viserait soit à constituer une épargne pour ce manque à gagner pendant qu'on travaille moins, constituer un 3e pilier, par exemple. Donc là, on peut aller pallier un petit peu, rattraper ce qu'on ne va pas gagner pendant cette période-là, ou encore faire du rachat dans le 2e pilier, donc pas perdre de prestations en 2e pilier pendant ce laps de temps. Dernier point important, si on est en concubinage, demander la co-signature du bail. On ne sait jamais si tout d'un coup il arrive quelque chose, s'il y a une séparation et qu'on n'a pas signé le bail, on peut se retrouver mis à la porte du jour au lendemain. Par son conjoint. Donc, ce qu'on souhaite, concubin, du coup, voilà. Effectivement, pas conjoint. Les termes sont importants. Donc, d'où l'importance, effectivement, de préparer cela. Tu donnes un bon exemple avec la co-signature du bail, mais qu'en est-il lorsqu'on est propriétaire du bien immobilier, lorsqu'on n'est pas locataire? Alors, si on veut devenir propriétaire et qu'on vit en concubinage, premier point important, on est obligé d'acheter en copropriété, donc les parts doivent être clairement définies. On n'a pas le droit d'acheter en propriété commune. Deuxième point, on ne pourrait pas dire l'un met le cash, l'autre met son 2e pilier, c'est interdit. Ça doit vraiment être proportionnel selon vos parts de copropriété. Donc chacun mettant de cash la même part, chacun mettant de son 2e pilier, et ça correspond à votre part de copropriété. En concubinage, donc. En concubinage, exactement. Si par contre l'un des deux est déjà propriétaire de son logement, ce qu'il peut faire également pour la protéger ou le protéger par la suite, c'est donner l'usufruit à son ou à sa partenaire. C'est-à-dire qu'en cas de décès, vu qu'on est en concubinage, on n'a aucun droit sur la maison, donc la maison revient aux enfants. Le fait de donner l'usufruit à son ou sa concubine la protège de ne pas se retrouver à la rue si un jour l'un des deux décède. Attention cependant, avec cette notion d'usufruit, il y a un aspect fiscal à prendre en compte, donc bien se faire conseiller par quelqu'un si on veut donner l'usufruit à son ou à sa concubine. Bien sûr, oui. Voilà. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Donc, tu as mentionné le cas malheureux d'un décès, et effectivement, je pense que c'est un des points où il y a une plus grande différence entre le mariage et le concubinage, si j'ai bien écouté les explications que vous m'avez données lorsqu'on a préparé ce webinaire. Je me tourne vers toi, Rachel, dans les situations que tu rencontres avec les clients. Quel impact sur la succession entre le mariage et le concubinage, et du coup, comment est-ce qu'on peut transmettre son patrimoine si malheureusement quelque chose venait à arriver? C'est à moi qui revient la lourde tâche de parler de la partie fiscale. Il faut savoir quand même que si on est en concubinage, on est considéré en fait comme un étranger, c'est-à-dire qu'on est aux yeux de la loi, voilà. On n'existe pas en tant que concubin. Ouais. Au même titre que le facteur, voilà. Oui. et donc l'impôt sur les donations et les successions, c'est exactement le même barème. Et on a voulu vous rendre attentif ici au barème principalement des cantons francophones, puisque c'est principalement notre cœur de métier. Et on voit que les cantons de Genève et Vaud ne reconnaissent pas du tout le concubinage. Et en plus, c'est des cantons qui ont une fiscalité qui est vraiment importante. Si on prend le cas de Vaud, il y a 50% de la succession ou de la donation
qui partiraient aux impôts. Donc, on a quand même mis à côté les sommes exemptées pour faire des donations de son vivant. On voit que c'est des sommes assez dérisoires. Et certains cantons, comme à Neuchâtel, Fribourg ou Jura, reconnaissent le concubinage après un certain nombre d'années, comme c'est mentionné. Et du coup, dans ce cas-là, vous auriez une fiscalité qui serait réduite. Parce que là, on prend par exemple Neuchâtel, au bout de 5 ans, on passe à 20% contre du 45% les 5 premières années. Mais néanmoins, et corrige-moi si je dis une bêtise, même Neuchâtel, Fribourg ou Jura, où le taux d'imposition serait plus faible, comme on voit après un certain nombre d'années, il y a quand même un impôt, alors que si on était marié, il n'y en a pas. Exactement. Voilà. Donc même si après 5 ou 10 ans, il y a une diminution, il y a quand même un impôt sur la donation, la succession dans tous les cas. Une bonne partie de la fortune en Suisse et des Suisses est dans la caisse de pension, donc dans les capitaux de prévoyance. Oui. Comment est-ce que ça se passe par rapport à ça? Alors là, on a justement dans les solutions, on est déjà un peu dans les solutions, la partie capitaux de prévoyance. Donc comme tu l'as dit, le capitaux de prévoyance, il y a tout ce qui est troisième pilier A, la caisse de pension, tout ce qui est libre passage, et également tout ce qui serait des polices de risque pur. Donc là, on aurait, quand on touche la prestation, pour autant, bien évidemment, et ça on y reviendra après, qu'on l'ait mis par écrit, qu'on l'ait désigné comme bénéficiaire notre concubin ou concubine, on a des impôts sur les capitaux de prévoyance qui sont réduits. Si on reprend exactement le cas du canton de Vaud, on passerait d'une imposition de 50% à 9% dans ce cas-là, même pour les autres cantons. Donc ça, c'est des solutions qu'on peut privilégier, justement, de passer par la prévoyance. Et puis, on a mis après dans des... Tu le disais tout à l'heure, on peut déménager peut-être dans un canton qui est plus favorable. Si on est dans une ville ou un village limitrophe, peut-être à réfléchir. Et également, pour tout ce qui est les biens immobiliers, aussi d'avoir des résidences dans un autre canton, une résidence secondaire ou autre, puisque c'est le lieu du canton, enfin l'endroit du bien qui fait foi pour la fiscalité. Et on l'a mis en dernier, la donation annuelle de la somme exemptée, mais comme on a vu, 10 000 francs, c'est pas selon, effectivement, c'est compliqué, ouais, effectivement. Il pensait quand même de faire cette donation annuelle, puisque comme on n'est pas marié, on n'a pas cet aspect de quand on est marié, on n'a pas d'impôt sur les donations entre concubins, enfin entre conjoints. Voilà. Et que dit, donc là on a vu la partie fiscale et l'imposition. Au niveau de la loi, pour la transmission du patrimoine, comment ça se passe? Oui, alors effectivement, c'est réglé par la loi en cas de succession. Dans la loi, c'est vraiment, si on vient décéder, c'est le conjoint. Dans ce cas-là, il n'y a pas de conjoint puisqu'on est en concubinage. Tout à fait. Après, ça va directement aux descendants. Et si on n'a pas de descendants, là, on va les remonter auprès des parents, grands-parents et ainsi de suite. Les descendants, ouais. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vraiment il n'y a aucun héritier, imaginons on est en concubinage, mais on n'a aucun autre héritier légaux, l'entier de la succession irait au canton du domicile. On fait une donation à l'État. Exactement. Donc il y a peut-être mieux à faire. Et là, on a mis dans le slide d'après, on a mis pour avoir un aspect visuel, de dire l'exemple parfait, de dire voilà, on a des concubins, justement, c'est pour ça qu'il y a le trétier entre vous et Maria. C'est-à-dire que si vous venez à décéder, dans ce cas-là, ça irait directement à la première parentèle, c'est-à-dire les enfants, qui sont Brice et Luc. Et s'il n'y avait pas d'enfants, ça montrait aux parents du défunt. Donc là, dans ce cas-là, Marc et Jeanne. Et on a mis en dessous de ce slide que dès 2023, il y a une réforme des successions qui va entrer en ligne de compte. Et puis ça, c'est ce qu'on va regarder sur le slide d'après. Si vous voulez, on a mis ici ce qui se passe. Si on venait par hasard à décéder en 2022, on a, et ça de nouveau, c'est tout ce qui est par testament ou pacte successoral. Il y a Victoria qui expliquera les principales différences entre les deux par la suite. Mais on voit qu'à l'heure actuelle, si on vient à décéder, on a 3/4 de notre succession qui va forcément aux enfants, dans ce cas-là, aux héritiers légaux. Et puis, on peut disposer librement de 1/4 de ce montant-là, du montant de la succession. Et dès le 1er janvier 2023, cette quotité disponible, c'est-à-dire le 1/4, va passer à 1/2. Donc, ça veut dire que cette demi, dès le 1er janvier de l'année prochaine, pourrait être transmis directement à son concubin. De nouveau, toujours par testament. Tout à fait, par pacte successoral. Mais
il y a une amélioration dans ce sens-là, mais simplement la fiscalité ne change pas. Donc, c'est-à-dire que cette demi qu'on pourrait transmettre à son concubin, ben, du coup, il y aurait la moitié, dans l'exemple du canton de Vaud, qui repartirait encore à l'État. D'accord. C'est une amélioration, mais pas fiscale. Voilà, la fiscalité ne change pas que du quart à la moitié, mais au moins on a un peu plus de liberté, de marge de manœuvre. Merci beaucoup, Rachel. Donc, on a vu qu'il n'y a pas de solution idéale, en tout cas à ce stade, donc le mariage et le concubinage. Il y a des avantages et inconvénients des deux côtés, on peut dire ça comme ça, en tout cas d'un point de vue protection et fiscalité. Du coup, niveau protection, comment est-ce qu'on peut protéger la famille, les proches, dans un cadre de concubinage, j'ai envie de dire. C'est là où on est un peu moins couvert, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors, je dirais que le premier point très important, c'est déjà de se faire entourer des bonnes personnes. Et puis vraiment, pas hésiter à faire une analyse prévoyance. Donc, d'avoir quelqu'un qui est en mesure de vous dire s'il arrive quelque chose à monsieur ou à madame, qu'est-ce qui se passe dans le concret, qu'est-ce qui arrive aux enfants, surtout dans le cadre du concubinage. Parce que c'est là où on est le moins bien couvert, on le verra dans un exemple tout à l'heure. On en a un petit peu parlé, mais examiner le règlement de sa caisse de pension. Dans la plupart des caisses de pension, aujourd'hui, on a la possibilité de définir comme bénéficiaire son concubin ou sa concubine si on vit ensemble depuis plus de 5 ans. En règle générale, sur Internet, vous trouvez votre règlement, vous trouvez les formulaires à remplir. Mais attention, ça doit vraiment être fait par écrit et annoncé à la caisse. Pas parce que vous vivez sous le même toit depuis 5 ans que votre concubin ou votre concubine va pouvoir bénéficier des prestations du deuxième pilier. Bien au contraire. L'autre point important et auquel il faut réfléchir, c'est adapter les clauses bénéficiaires de ces assurances dans un sens ou dans l'autre. Donc, dans le cas du concubinage, si on veut protéger son concubin ou sa concubine, on peut les désigner comme bénéficiaires. Attention, en cas de séparation, ne pas oublier d'annuler ces clauses bénéficiaires, parce que dans le cas d'un divorce, ça va de soi, donc on n'a pas besoin de faire des annonces particulières à ces assurances. Dans le cas du concubinage, là, on est obligé de les désannoncer la personne qui était bénéficiaire des assurances. D'accord. Et puis encore un autre point qui peut être utilisé pour protéger son concubin ou sa concubine, c'est les risques purs. Donc là, on couvre que le décès. S'il y a une maison, un groupe hypothécaire, c'est quelque chose qu'on fait aussi quand on est marié. Mais en concubinage, c'est intéressant en termes de fiscalité, c'est de souscrire à une assurance risque pur pour couvrir un risque décès et puis un manque d'argent. On pourrait même prévoir le montant d'impôt à payer dans le cas du concubinage et du décès et aller assurer ce montant avec le risque pur. D'accord. Mais là, on va peut-être un peu loin. C'est des choses. Il y a des mécanismes possibles, en tous les cas, pour un peu absorber cet effet-là. OK, c'est très clair. Et puis, je passe vite sur quelques documents importants, donc les procurations bancaires. Donc, il nous arrive quelque chose, qu'on est en concubinage, même marié d'ailleurs, on n'a pas donné de procuration, on n'a aucun droit sur les comptes. Le testament, le pacte successoral, je vais le détailler dans le slide d'après. Le mandat pour cause d'inaptitude, qui est très important, surtout si on est en concubinage et qu'il y a des affaires à régler ou une entreprise. Ça permet de donner les pouvoirs à son concubin ou sa concubine pour reprendre un petit peu la gestion de la vie courante. Et puis enfin, les directives anticipées, donc ça concerne plutôt les aspects médicaux, les décisions à prendre. Mais de nouveau, si vous n'êtes pas marié et qu'il arrive quelque chose à l'un ou l'autre, vous n'avez aucun droit décisionnel en termes médicaux. Donc, c'est très important. Ces 2 derniers documents, vous les trouvez sur Internet. Vous avez des modèles. C'est très important de les remplir et de désigner son concubin ou sa concubine dans le cas où il arrive quelque chose. La procuration bancaire se fait à la banque, mais le testament, le pacte successoral se fait chez un notaire, tu me disais tout à l'heure. On a pour cause d'activité les directives anticipées et des modèles sur Internet, donc on les signe, on les rentre dans l'armoire ou qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, il y a des sites qui existent où vous pouvez les rentrer si vous avez envie qu'ils soient accessibles. On avait fait un événement avec Touillou. C'est très important de peut-être les déposer à quelque part. Ils ne sont pas obligés d'être sous forme authentique, donc fait devant un notaire. Par contre, ils doivent être signés. Il va annoncer à qui de droit que ça a été fait. Donc, le document existe et que les gens sachent qu'il existe aussi, son entourage, ses proches. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut organiser un peu plus en détail la partie transmission de patrimoine, du coup?
Alors, les deux documents principaux que tout le monde connaît, c'est donc le testament et le pacte successoral, pardon. Le testament, sa spécificité, c'est que c'est un acte unilatéral, donc c'est vous qui l'écrivez, qui le signez. Attention tout de même à se faire aussi entourer, parce que si il y a des erreurs ou que vous allez au-delà de ce que la loi vous permet, ça annule complètement le testament. Donc là, il faut se faire entourer pour faire les choses justes. Le pacte successoral, à l'inverse du testament, ce n'est pas un acte unilatéral du tout, puisque vous allez devoir faire signer toutes les personnes qui sont concernées par ce pacte. Concernées, ça veut dire qui font partie de l'héritage et puis qui peuvent être soit déshérités, soit avantagés au travers de ce pacte-là. D'accord. Ça peut être un papier utile lorsqu'on est en concubinage, parce qu'on pourrait dire, ben voilà, les enfants renoncent à la maison et puis on la laisse au concubin ou à la concubine. Tout le monde signe, et puis ça va au-delà des réserves héréditaires. Mais comme tout le monde a signé, c'est OK. Par contre, le problème, c'est que le pacte successoral ne s'annule que en cas de divorce. Là, on est en concubinage, donc c'est pas grave. On ne va pas divorcer, parce que c'est pas marié. Et puis, la deuxième façon de l'annuler, c'est que tout le monde qui l'a signé signe la résiliation. C'est plus difficile à défaire. Voilà. Donc, bien faire attention. Dans des cas pratiques, on ne conseille pas vraiment les pactes successoraux en cas de concubinage. D'accord. Donc, ça peut vite devenir compliqué de refaire signer tout le monde après, surtout en cas d'une séparation, par exemple. Ouais. Exactement. On a évoqué aussi la différence au niveau de la succession. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous détailler la différence en cas de succession? Alors, on a un petit cas pratique tout simple. Ce n'est pas du tout pour vous perdre dans les chiffres, mais c'est juste pour se rendre compte un petit peu qu'est-ce qui se passe en termes de mariage ou de concubinage en cas de succession. Donc, on a de nouveau madame et monsieur exemple, disons une vie commune, le même revenu que tout à l'heure. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en cas de décès, la risque pure dont je parlais tout à l'heure, si vous êtes en concubinage, vous n'avez pas d'impôt succession, c'est une 3B risque pur, mais vous n'avez que ce fameux impôt sur les capitaux de prévoyance. Donc ça, c'est vraiment un moyen de pouvoir protéger son ou sa concubine. Toujours en l'ayant mentionné dans les clauses bénéficiaires, bien évidemment. Exactement. Bien sûr, ouais. Et puis, si vous aviez fait une 3B mixte, en tant que personne mariée, il n'y a pas d'impôt succession parce qu'on est marié. Par contre, si vous êtes concubin, vous aurez un impôt succession, c'est les impôts dont parlait Rachel tout à l'heure, avec plus de 50% d'impôts pour le concubin ou la concubine. Donc, ça fait vite des gros montants. Et puis enfin, sur la fortune mobilière, c'est de nouveau le même problème. Même si, via le testament, vous avez pu distribuer une part de la quantité disponible à votre concubin ou à votre concubine, vous avez toujours 50% d'impôts. Donc là, on voit que si vous étiez marié, la part sur la fortune mobilière, vous aurez 375 000 francs, alors qu'en concubinage, il vous resterait 62 000 francs. Donc, c'est aussi des questions à se poser, est-ce qu'on se marie ou pas, du moment où il y a un certain patrimoine. Juste payer moins d'impôts sur le revenu et la fortune parce qu'on n'est pas marié n'est pas forcément la meilleure des décisions, parce qu'on voit que du moment où il y a un certain patrimoine, lorsqu'il y a décès, une grosse partie du patrimoine va passer dans les impôts de succession. Ouais. Et puis du coup, ça vaut la peine de se poser la question du mariage. D'autant plus s'il y a cet aspect de fiscalité qui va être modifié dans le temps, de la séparation des revenus. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui pourrait avoir du sens. Et si on prend un peu plus en détail le cas d'un décès suite à une maladie, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, j'ai repris les chiffres, avec Victoria, on a repris des chiffres. Si monsieur venait à décéder d'une maladie, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais l'AVS ne reconnaît pas du tout le concubinage. Donc là, on a mis dans la partie concubinage, on a fait deux choses séparées. C'est tant que l'enfant est jusqu'à 18 ans ou 25 ans aux études, et qu'est-ce qui se passe quand l'enfant quitte le nid à partir de 25 ans, par exemple, où il peut y rester, mais qu'il n'aurait plus de prestations. Donc, on voit qu'à l'AVS, dans le concubinage, la concubine n'a droit à rien. Et on a toujours fait à contrario par rapport à s'ils étaient mariés. Dans tous les cas, l'enfant aurait droit à une rente d'orphelin, que ses parents soient mariés ou pas. Là, ça ne change absolument rien. Et on a fait exprès dans cet exemple-là de prendre une caisse de pension
qui ne reconnaîtraient pas le concubinage pour voir la différence que ça pourrait faire. Et on voit que rien qu'entre le moment où il y a l'enfant en concubinage et versus le mariage, il y a quand même une différence dans ce cas-là. On a pris des besoins pour le couple de 126 000 francs par année. On voit qu'il y a quand même une différence qui est astronomique, de l'ordre de 66 000 francs entre ces deux variantes. Donc forcément, après, bien évidemment que nous, on est à disposition pour combler ces manquants, comme on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est vraiment ce qui se passerait avec la loi. Si on fait rien. Si on fait rien. Voilà. Donc, si on ne fait rien, il y a effectivement une différence de 66 000 francs dans cet exemple. Décès suite à une maladie, et effectivement, il n'y a pas de revenu simplement pour le conjoint ou la conjointe survivant. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait comme solution pour y pallier? Ce serait les solutions d'assurance qu'on évoquait tout à l'heure, par exemple. Exactement. Et D'accord. il y a le troisième pilier également. On n'a pas dans cet exemple, effectivement. Ouais. La partie premier pilier et deuxième pilier. Voilà. Donc, troisième pilier A, troisième pilier B, solution d'assurance complémentaire. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse de solution universelle, effectivement. Ça, c'est décès suite à une maladie. Est-ce qu'il y a une différence dans le cadre d'un décès suite à un accident, malheureusement? Alors, on ne va pas aller dans le détail des chiffres. Si vous voulez, c'était vraiment de mentionner la différence que, surtout pour les personnes mariées, parce que là, dans le cas du concubinage, ça ne change pas fondamentalement. C'est simplement que quand on est marié, en cas de décès suite à un accident, on est mieux couvert qu'en décès par maladie. Donc là, on a quand même une différence aussi importante, mais en cas de mariage, on est mieux protégé en cas de décès par accident. D'accord. Et dans tous les cas, il y a une différence entre le concubinage et le mariage, d'où le besoin de prévoir effectivement des solutions complémentaires. Ça me fait une transition toute trouvée. Comment est-ce qu'on s'organise, Victoria, par rapport à la mise en place de ces solutions et de cette analyse? Chez nous, donc, au sein de Piguet Galant. Oui, nous sommes chez Piguet Galant. Oui, tout à fait. C'est écrit derrière moi. Non, l'autre côté. Alors, on a plusieurs accompagnements. Ce qui est, je pense, le point essentiel à faire, c'est un bilan. Donc, c'est un des outils qu'on utilise avec tous nos clients et nos prospects. Donc, faire un bilan un petit peu de la situation, quelle est la situation matrimoniale, est-ce qu'il y a des enfants, etc. Si besoin, faire une analyse de prévoyance. Puis de passer par une planification financière ou successorale. Donc, c'est toutes des expertises et des outils qu'on propose chez Piguet Galant. Et puis, le but étant de pouvoir protéger votre concubin, votre concubine, vos enfants, et puis de répondre un petit peu à toutes ces questions, en sachant bien qu'il n'y a pas de réponse universelle, mais que pour chaque situation, la réponse va être différente. D'où le besoin, effectivement, de faire ces analyses pour pouvoir trouver la meilleure solution dans une situation donnée. Parfait. C'est plus clair, j'espère également pour ceux et celles qui nous écoutent. On va pouvoir passer à la partie questions et réponses. Donc, vous avez les petits boutons questions, point d'interrogation, comme je le disais tout à l'heure. On a également déjà de nombreuses questions. Donc, je le dis malheureusement en avance. Je ne pense pas qu'on arrivera à toutes les couvrir dans le temps qui nous est imparti. Mais bien évidemment, on est à votre disposition par la suite pour pouvoir en parler plus en détail. Une des premières questions, c'est par rapport à la caisse de pension. On mentionnait l'annonce à la caisse de pension. Donc, tu parlais d'un formulaire. Comment est-ce qu'on fait concrètement lorsqu'on veut annoncer à sa caisse de pension? Je vais les appeler, qu'est-ce que je fais? On les appelle, bien, c'est une des solutions. Tout simplement. La personne va pouvoir vous diriger. Okay. Vous adressez à vos ressources humaines. Peut-être qu'elles ont les formulaires. Dans les grandes entreprises, souvent, les ressources humaines ont les formulaires à disposition. Et encore, si vous savez dans quelle caisse de pension vous êtes, parce qu'il y a peut-être des fois des gens qui ne savent même pas où est-ce qu'ils sont, adressez-vous aux ressources humaines. Vous trouverez sur Internet souvent le règlement. Donc déjà, vous vérifiez si le concubinage est reconnu. Et puis ensuite, demandez ce formulaire à la caisse de pension, le signer, le renvoyer. À savoir que c'est la date de votre inscription à la commune à la même adresse avec votre concubin ou votre concubine qui fera foi pour les minimum 5 ans de vie en concubinage. D'accord. Il n'y a pas de caisse de pension qui reconnaît plus ou moins que 5 ans. Généralement, c'est à partir de 5. Généralement, c'est à partir de 5. D'accord. D'accord. C'est mais à voir dans le règlement de la caisse de pension selon, effectivement, ouais. Rachel? Et puis l'annoncer au bout des 5 ans. Parce que là, si vous annoncez au bout de 2 mois que vous êtes avec un concubin,
ils vont vous dire qu'il faut attendre le délai. Il faudra attendre le délai des 5 ans, effectivement. Donc là, c'est soit un mariage, soit le délai de 5 ans. Entre deux, on ne pourra pas effectivement pouvoir faire quelque chose par rapport à la caisse de pension. Dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'était monsieur qui avait un revenu plus faible que madame. Et puis, ça m'amène une des questions que je vois arriver. Il y a le cas de figure assez courant de nos jours où l'un des deux conjoints ou concubins diminue son taux d'activité pour s'occuper des enfants et du ménage. 99% du temps, j'ai envie de dire encore de nos jours, c'est généralement la mère, donc madame, qui diminue son taux d'activité. Là, quelles vont être un peu les différences par rapport à ce qu'on a vu? Comment est-ce qu'on pourrait se protéger? Surtout du côté du concubinage, parce que du côté du mariage, on est en commun, la caisse de pension devient commune, etc. Les impôts, la déclaration d'impôt est commune aussi, comme on disait tout à l'heure. Voilà. En concubinage, un des deux, souvent la mère, diminue le taux d'activité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Alors, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment de convenir d'une rémunération, je pense, pour ce manque à gagner, qui est important. Parce qu'il faut savoir qu'en cas de séparation, tout ce que vous n'avez pas cotisé pour le premier et le deuxième pilier, en concubinage, c'est perdu. Donc, on ne va pas pouvoir aller dire à votre ex-concubin, donne-moi un bout de ton deuxième pilier, un bout de ton AVS, ça ne fonctionne pas. C'est que même si la personne veut le faire, il n'y a pas de mécanisme légal qui permet de donner un bout de la prévoyance, d'accord. Il y a la possibilité de se faire attribuer les tâches, les bonifications pour tâches éducatives. Là, je vais peut-être un peu loin, mais c'est un montant fictif et crédité sur votre compte AVS lorsque vous avez des enfants. D'accord. Vous avez la possibilité, dans le cadre du concubinage, si vous prouvez que c'est vous qui avez assumé toutes les tâches, de faire créditer à 100% ce montant chez vous, mais pas 50% chez l'un et chez l'autre. D'accord. L'autre solution dont je parlais, c'est de se dire, on crée un troisième pilier et puis on va alimenter ce troisième pilier pour pallier tout ce qu'on ne va pas cotiser pendant cette période où on baisse son taux de travail. Ou encore constituer de l'épargne et faire les fameux rachats dans son deuxième pilier pour ne pas avoir des prestations de retraite vraiment trop faibles parce qu'on a diminué son taux pendant 10 ans pour s'occuper des enfants. D'accord. Et puis tout simplement convenir d'une rémunération. Ça peut paraître un peu fou dit comme ça, mais se dire, voilà... L'un paye l'autre dans le couple. Voilà, exactement. D'accord. Donc, ça se fait. Et puis, j'invite vraiment les gens à le faire. Ça valorise déjà le travail à la maison. Bien sûr. Et puis, ça permet à la personne qui a diminué son taux de travail de ne pas être pénalisée, lésée, ouais. Merci. Parce que c'est elle qui a baissé son taux de travail. Voilà. Et autant le faire quand tout va bien, au début du concubinage. Oui, c'est mieux. Voilà. Effectivement, c'est le genre de questions qui deviennent compliquées lorsqu'on est dans le cadre d'une séparation. Ça paraît évident dit comme ça, mais souvent, on a tendance à s'occuper des problèmes lorsqu'ils arrivent et pas de les anticiper. Ouais. C'est un très bon rappel. Une autre question qui arrive également, enfin, il y en a beaucoup, donc je vais tâcher un peu de les rassembler, de les sélectionner des sujets qui reviennent souvent. Il y en a une qui est assez intéressante, celle, donc imaginons qu'on ait eu une vie de concubinage, et puis on décide après un certain nombre d'années de se marier. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Aucunement. D'accord. Ça vient exactement au même, et c'est comme si on s'était marié dès le début, entre guillemets. Après, suivant le régime matrimonial choisi, les biens propres, si ça fait 15 ans que vous êtes avec quelqu'un, ça va peut-être être plus compliqué de définir quels sont les biens propres, quels sont les acquets, qu'un couple qui va se marier au bout d'un an ou deux. Voilà. Un couple jeune qui se met au bout d'un an ou deux, par rapport à un couple de quinquagénaire. Peut-être c'est un peu plus compliqué, mais d'un point de vue fiscal, financier, etc., non, ça ne change absolument rien. Ça peut-être juste pour définir justement quels sont les biens propres et les acquis, ça fait 15-20 ans que vous vivez en concubinage. C'est de la mise en place du régime matrimonial qui, elle, pourrait être plus compliquée, mais vis-à-vis de tout ce qu'on vient de voir par rapport à la différence, à la protection du conjoint, de la conjointe, ça vient au même. D'accord, c'est extrêmement clair. Il y a une autre question concernant le pacte successoral. La réponse me paraît évidente, mais c'est une question qui est venue plusieurs fois. Une fois que le pacte successoral a été établi, et comme tu l'expliquais tout à l'heure, Victoria, donc on peut
aller au-delà de ce qui est prévu par la loi dans le cadre d'impact, vu que toutes les personnes concernées ont signé. On ne peut plus revenir en arrière après le décès de la personne enfin, du donateur, enfin j'ai envie de dire de la personne qui est décédée, ouais. Par contre, si l'un des signataires du pacte décède avant la personne concernée par le pacte, là, ça donne lieu à la refonte du pacte. Avec les héritiers de la personne qui est décédée. Ok. Peut-être qu'on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais pour faire un pacte successoral, il faut être majeur. Donc on pourrait pas faire signer par exemple des enfants mineurs, il faut qu'ils aient plus de 18 ans. Ok, donc pour le pacte, il faut avoir plus de 18 ans, effectivement. Pour signer soi-même, sinon ce serait les parents qui signeraient pour nous, donc ça peut être délicat. Voilà, donc pour être sûr d'avoir bien compris, effectivement, l'idée du pacte successoral, c'est qu'on ne peut pas se dire, je prends un exemple simple, on est 4, et il y a un oncle qui a prédécédé ou quelque chose comme ça. Les 4, finalement, on se met d'accord sur autre chose, ça ne marche pas. Le pacte successoral, il est figé, même si derrière, il y a un arrangement différent des héritiers au moment de la succession, parce que c'est la volonté de la personne qui est défendue. Exactement. Parfait, donc ça c'est effectivement clair. Déposé chez un notaire. Oui, donc cette façon de déposer le pacte successoral est effectivement de toute façon déposé chez un notaire. Dans le cadre d'un concubinage, s'il y a une séparation, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Comme disait Victoria tout à l'heure, de ne pas oublier d'enlever dans les clauses bénéficiaires son ex-concubin. Parce que dans les assurances, oui, comme vous mentionnez tout à l'heure. Les caisses de pension aussi, j'imagine. Exact. Et la même chose, c'est un appel, enfin, on informe ces caisses de pension. Bon, après, dans la caisse de pension, ils pourraient se rendre compte qu'ils n'habitent plus à la même adresse. D'accord. Il faut quand même les avertir. Il faut quand même les avertir. Bien sûr. C'est vrai qu'on pense aux procurations bancaires. Oui. Au tout début. Les annuler, ouais, aussi. Effectivement. Des clauses bénéficiaires qu'on a peut-être signées il y a tellement d'années, mais qu'on n'y pense pas. Quel impact aussi, c'est une question qui vient entre le mariage et le concubinage dans le cas d'une résidence secondaire? Est-ce que ça fait une différence? La fiscalité interviendra par rapport au canton du bien. Donc, comme on voyait tout à l'heure, si on est par exemple dans le canton du Valais, ce serait la fiscalité du canton de la résidence secondaire qui ferait foi. Et puis c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, donc voilà, est-ce que le concubinage est reconnu ou pas? Quel est le taux d'imposition? C'est le canton où se situe la résidence secondaire, c'est l'imposition de ce canton-là. D'accord, c'est extrêmement clair. Ouais. Parfait, il y a énormément de questions effectivement qui arrivent. Est-ce que finalement, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, Victoria, ce serait quoi les paramètres principaux à prendre en compte pour définir finalement concubinage ou mariage? C'est une question qui revient souvent. C'est effectivement ce qu'on a voulu couvrir aujourd'hui. Si on devait résumer les quelques points principaux dont il faut tenir compte. Les points principaux, je pense que ça dépend tellement de chaque situation qu'il n'y a pas de réponse juste ou universelle. L'important, c'est déjà de choisir quelque chose qui vous correspond et vous parle à vous, en tant que mode de vie, au-delà des aspects financiers. Et puis ensuite, vous faire accompagner pour vous poser les bonnes questions et puis être attentif à tous ces points-là. Mais je dirais que l'aspect financier ne doit pas aller au-delà du mode de vie qui vous convient personnellement. Mais next step, vous faire accompagner par les bonnes personnes, vraiment. Ouais. Mais la question qui revient souvent, c'est fiscalité et puis succession. Ouais. C'est les deux éléments importants effectivement dont il faut tenir compte. Et plus, effectivement, faut être aussi à l'aise avec le choix, comme tu l'évoques. J'ai plein de questions qui arrivent, donc c'est magnifique. J'essaye de les suivre au fur et à mesure. Tu l'avais évoqué tout à l'heure, mais on peut peut-être revenir dessus. L'achat d'un bien immobilier dans le cadre d'un concubinage, qu'est-ce qui se passe si l'un des deux concubins décède? Alors, il y aura ce problème, si vous avez désigné l'autre comme bénéficiaire de votre part de la maison, il y aura ce problème d'impôt sur les successions. Donc, là, faire bien attention. Il y aura le problème, si vous avez des enfants, par exemple, d'un précédent mariage, que vous décédez, mais avoir conscience que si vous ne faites rien, votre part de ce bien immobilier revient à vos enfants, à votre concubin ou à votre concubine. D'où l'importance de donner l'usufruit au concubin ou à la concubine, donc à le décès, pour que l'autre personne puisse continuer à vivre dans ce bien immobilier malgré le fait qu'il n'a plus que 50% ou 30% de la propriété.
Faire une risque pure, exactement comme on l'a dit. Donc, d'aller mesurer quel serait l'impact fiscal au moment du décès pour que l'autre puisse garder la maison, puis d'assurer ce montant via une assurance. Ouais. Pas se retrouver à payer des impôts pour rester chez soi, en fait, finalement. C'est un peu ça. Vendre la maison parce que. Vendre la maison pour payer des impôts. Exactement, ce qui arrive souvent. C'est un peu dramatique, malheureusement, mais ouais. Tout à fait. Tout à fait. Je dirais vraiment se faire accompagner pour faire les choses correctement. C'est la meilleure réponse. Ça dépend s'il y a des enfants d'un premier mariage ou pas, est-ce qu'il y a des enfants communs, ça dépend de tellement de choses. Mais bien faire attention quand on achète en concubinage, pardon, parce qu'effectivement, ça va engendrer des frais fiscaux qui ne sont pas les mêmes que pour un couple marié. J'ai envie de dire, comme je disais souvent, c'est que dans le cadre de l'engagement qu'on peut avoir au sein d'un couple, il va y avoir, bien évidemment, avoir des enfants, mais je pense que l'achat d'un bien immobilier, limite, est plus liant qu'un mariage. Je dis une bêtise quand je dis ça. Au niveau de tous les impacts possibles que tu évoques. Ok, donc bien faire attention dans le cadre d'un achat immobilier en concubinage, où les ramifications peuvent être encore plus importantes qu'un mariage en termes de conséquences sur le patrimoine qu'on aurait et qu'on a constitué. Parfait. Alors, on n'aura clairement pas le temps de couvrir effectivement toutes les questions qui arrivent. Il y en a une qui est revenue plusieurs fois. On a mentionné à différentes reprises les couvertures complémentaires qu'on peut faire et les assurances. Alors, je me tourne vers vous deux. Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place ces solutions complémentaires, ces assurances? Alors, surtout dans le cadre d'un prêt hypothécaire, je pense que c'est vraiment important, comme on discutait tout à l'heure, si on est en concubinage, de prévoir ce capital d'essai qui, premièrement, serait imposé, comme on a vu, à un barème différent, et surtout qui permettrait soit d'amortir la dette hypothécaire pour que la banque soit tranquille en cas de décès de l'un ou l'autre, ou, comme disait Victoria, de racheter la part aux enfants. Donc ça, c'est vraiment important, et je pense qu'effectivement, c'est de faire un amortissement, comme on dit, un amortissement indirect par le biais d'un troisième pilier, et de combiner ça avec justement une assurance risque pur pour être sécurisé en cas de... Malheureusement de décès, effectivement. Et on peut se tourner vers qui pour faire l'assurance elle-même? Donc, on a beaucoup mentionné effectivement les assurances. Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes, Victoria? Tout à fait, donc vous pouvez venir nous voir. On n'est pas affilié à une assurance en particulier. Donc l'avantage, ça va peut-être être qu'on va vraiment faire cette analyse globale et puis voir auprès de quelle assurance est-ce que votre profil correspond le mieux, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous. Donc c'est tout à fait des analyses qu'on fait. On a plusieurs partenariats avec plusieurs assurances qui font qu'on est capable de couvrir aussi bien du troisième pilier A, B, mixte, pur. Donc, tout ce qui est possible de faire, on peut effectivement regarder. Parfait, on arrive au bout du temps qui était imparti. Je vais vous passer la parole peut-être pour un dernier mot de la fin, sachant, comme je disais, malheureusement qu'on n'arrivera pas à traiter toutes les questions et que c'est un sujet extrêmement vaste, avec chaque situation qui est bien spécifique. On a posé la question, mais il n'y a pas de réponse toute faite. Concubinage ou mariage, ça va vraiment dépendre au cas par cas. Et peut-être un dernier mot, un dernier conseil, peut-être, Rachel, que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent ou que tu donnes à tes clients généralement? De faire le point, de faire le bilan et puis aussi de s'intéresser à ça. C'est vrai qu'on n'aime pas parler de choses qui... des sujets délicats, des sujets délicats, mais de mettre ça à plat dès le début et puis d'aller voir des spécialistes pour des questions beaucoup plus pointues. Chacun son métier. Si on peut vous aider, c'est très volontiers. Mais je dirais vraiment le point à l'heure actuelle qui est très important, ce serait déjà la caisse de pension. De regarder ça, de voir si la caisse de pension reconnaît ou pas, et bien de faire les choses par écrit. Merci Rachel. Victoria? Pas grand-chose à rajouter. Je vous remercie pour votre attention. Il y avait vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Merci Ali pour l'animation. Avec plaisir. Merci Rachel. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou quoi que ce soit si vous avez des questions. Et puis, comme l'a dit Ali, on répondra à toutes les questions qui n'ont pas été traitées en privé. Donc, soyez tranquilles. Et puis, vous allez recevoir également la présentation avec la vidéo du webinaire par email. Si en re-regardant la présentation, il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter. Magnifique. Et je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Merci à tous et très bon appétit et très bonne journée à tous. Au revoir.
Non.